Bienvenue sur le plateau de Parlons Pro. Elle a occupé l'actualité de ces derniers mois. La COP21 s'est achevée ce samedi 12 décembre sur un accord qualifié d'universel. Est-on parvenu à un accord décisif pour la planète? Pour en débattre, j'accueille aujourd'hui sur ce plateau Alix Mazouni, chargé des politiques internationales au RAC, le réseau Action Climat qui fédère 16 associations impliquées dans la lutte contre le changement climatique. Philippe Collet, journaliste à la rédaction d'Actu Environnement, spécialiste des questions énergie et climat. Delphine Batho, députée socialiste des Deux-Sèvres, ancienne ministre de l'écologie sous le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Et Nicolas Bocquet, directeur énergie-environnement de l'AFEP, l'association française des entreprises privées qui fédère 100 des plus grands groupes français donc exerçant dans le pays. Un accord ambitieux, durable, dynamique et juridiquement contraignant. Voilà comment Laurent Fabius qualifie l'accord de Paris décroché à l'issue de 15 jours de négociations entre 196 délégations du monde entier. Un accord donc adopté par consensus. La présidence française se réjouit. Regardez. Je vois que la réaction est positive. Je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Voilà, standing ovation donc pour Laurent Fabius et son équipe. Philippe Collet, vous étiez présent au Bourget tout le long de la COP. Est-ce qu'on peut dire qu'on est parvenu à un accord décisif pour infléchir le réchauffement climatique? Alors, décisif, le temps le dira, mais on a un accord très intéressant à mes yeux. Ce que je retiens surtout, c'est que c'est le point d'orgue d'une année 2015 qui a été très intéressante au niveau du climat. On peut noter le mouvement citoyen qui a été quand même très fort cette année. Ensuite, il y a eu le mouvement Divest avec une série de désinvestissements dans les fossiles. Même si aujourd'hui ça reste encore limité, c'est loin d'être anecdotique. Ensuite, on a eu aussi en 2015 pléthore d'articles et de rapports qui ont montré que les ENR aujourd'hui arrivaient à parité réseau dans beaucoup de pays. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, faire de l'électricité finalement pour beaucoup d'États, c'est faire des renouvelables. Et puis ensuite, on a eu les INDC qui sont quelque chose de particulièrement intéressant. On aura sûrement l'occasion d'y revenir, mais en gros, ça inverse la logique par rapport au protocole de Kyoto, où les États étaient arrivés sans réfléchir à ce qu'ils pouvaient faire et s'engager sans trop avoir fait de prospective en amont, alors que là, tous les États ont fait une prospective. Alors après, pour l'accord en lui-même, je trouve qu'il y a des aspects très intéressants et surtout, c'est un accord qui sera jugé au long terme. Qu'est-ce qu'on s'est fixé comme objectif clé? Alors, les objectifs clés, c'est une réduction une limitation à 2 degrés de la température, bien en deçà de 2 degrés, si possible 1,5. En creux, dans l'objectif, quand il est transcrit en termes d'émissions de gaz à effet de serre, la façon dont c'est formulé, d'une certaine manière, ça revient à laisser les énergies fossiles dans le sol. Là aussi, il faut regarder ce que dit le GIEC. Quand on parle d'équilibre entre les puits carbone et les émissions anthropiques, la science est dure là-dessus, il n'y a pas d'alternative, il faut arrêter de brûler des fossiles. Et l'accord est intéressant à la fois pour le moyen terme, puisqu'il y a la dynamique des INDC, et puis pour le long terme, parce que quelque part, il y a une épée de Damoclès qui pend au-dessus de tous les États qui ont signé cet accord, avec l'introduction de pertes et dommages, et surtout de l'adaptation, la reconnaissance de l'objectif global. Donc il y a deux pieds qui peuvent paraître un peu contradictoires, et je pense que l'un peut permettre de nourrir l'autre. Donc la communauté scientifique nous alerte, on a déjà atteint 0,85 degrés, donc il nous reste très peu de réchauffement admissible. Est-ce que l'accord est ambitieux, il est à la hauteur? Je pense que, vu le contexte politique aujourd'hui, on a fait ce qu'on pouvait faire, c'est-à-dire en ayant conscience que les Américains ne pouvaient pas faire plus, au risque de devoir faire ratifier cet accord par le Congrès, et chose qu'on savait se ferait rejeter en bloc. Donc effectivement, à notre avis, ce n'est pas assez ambitieux. C'est quand même loin du compte par rapport au fait qu'aujourd'hui, on est quand même sur une trajectoire de près de 3 degrés de réchauffement au regard justement des fameux engagements qu'ont pris les États cette année, qui sont à la fois intéressants parce que ça montre bien qu'il y a une logique de planification nationale et que c'est la clé de cet accord. Et en même temps, on voit bien que quand on agrège ces efforts, ils sont insuffisants. Or,
pour l'instant, l'accord, en gros, dit la prochaine fois qu'on va revoir ces objectifs, ce sera plus ou moins vers 2025. Ce qui laisse un peu ces 10 prochaines années un peu dans le flou, alors que justement, la plupart des rapports disent aussi que les 10 prochaines années sont décisives. Donc pour nous, le message clé, c'est un accord intéressant à condition de redoubler d'efforts sans attendre son entrée en vigueur, de tout faire pour relever ces objectifs, même si l'accord ne nous dit pas de le faire, parce que sinon, on n'arrivera pas en fait à rectifier le tir et rester en deçà de cet objectif très ambitieux, de cette limite très ambitieuse de 1,5 degré de réchauffement. Delphine Batho, le spectre d'un échec, on se souvient, Copenhague donc, a fait que peu étaient enclins à accueillir cette COP. On se rappelle de cette fameuse campagne de Greenpeace qui montrait les anciens leaders, Gordon Brown, Sarkozy, vieillards disant « sorry, pardon, on aurait pu contenir le réchauffement climatique, lutter ». On ne l'a pas fait. Est-ce que cette fois, les générations futures vont dire merci? L'histoire le dira. Moi, j'ai été émue aux larmes au moment où le marteau a frappé. Parce que je me souviens des débats au sein du gouvernement français en juillet 2012, quand il a fallu convaincre le président de la République de prendre la décision que la France accueille la conférence sur le climat. Et on était 3 ou 4 à se battre pour que cette décision soit prise. Et c'était prendre un risque. On avait toute une partie d'ailleurs de la technostructure et même de la diplomatie française qui disait « Ouh là là, attention, très difficile, objectif impossible à atteindre, syndrome de Copenhague ». Et puis on l'a fait, on a pris le risque et ça a payé. Il y a eu un travail, je pense, absolument remarquable de Laurent Fabius dans la conduite des travaux, avec le rythme et la fermeté nécessaires, retenant beaucoup de leçons d'ailleurs de ce qu'était l'échec de Copenhague. Et il y a un accord qui est sans précédent, donc historique, dans le sens où c'est la première fois qu'il y a un engagement universel sur le climat. Et sur un accord qui n'est pas un accord au rabais dans son contenu, même si il n'est pas parfait, il a des faiblesses, et la principale faiblesse, Alix l'a dit, c'est ce qui va se passer entre maintenant et 2025, alors que les scientifiques disent que c'est dans les 5 ans à 10 ans qui viennent que tout va se jouer. Donc c'est pour ça que c'est important ce qui a été dit aussi juste après l'adoption de l'accord par un certain nombre d'États, dont la France, sur le fait de s'engager à réviser les engagements avant même 2020. Mais pour moi, alors que Copenhague avait ouvert un cycle de recul dans la lutte contre le réchauffement climatique, qui a été marqué notamment par l'explosion des gaz de schiste, de l'exploitation des gaz de schiste, donc la découverte il y a du pétrole après le pétrole en quelque sorte, c'est un coup de balancier qui repart dans le bon sens de l'histoire. Et donc ce que j'espère, c'est qu'à partir de cet accord, qui encore une fois n'est pas parfait, une dynamique nouvelle va se mettre en place, que ça va être aussi un point d'appui pour la société civile qui s'est mobilisée très fortement et qui va continuer cette mobilisation, que ça va être un point d'appui pour ceux qui, dans le domaine économique aussi, les entreprises, la question du désinvestissement dans les fossiles a été évoquée, que ça va accélérer ce mouvement. Maintenant, en gros, le sens de cet accord par rapport à ce que nous disent les scientifiques, c'est que tout n'est pas perdu, mais c'est vrai qu'il reste beaucoup à faire et on ne peut pas considérer que la planète est sauvée avec l'adoption de ce texte. Alors vous le disiez, Delphine Batho, donc un accord universel. Donc pour la première fois, tout le monde s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et c'est pas uniquement l'accent n'est pas uniquement mis sur les pays du Nord. C'est un bon signal pour vous, ça vous rassure, Nicolas Bocquet? Alors, globalement, nous, déjà, cet accord, il faut quand même qu'on le salue parce que c'est exceptionnel. Le travail a été exceptionnel de l'ensemble des équipes de négociation. Et je pense qu'il y a peu d'équipes diplomatiques qui auraient pu le faire. Quelques pays peut-être exceptés, mais vraiment, c'était très difficile. Et je crois que ça vient couronner des efforts qui se sont faits sur le long terme. Alors, je crois en même temps que tout le mérite revient évidemment aux diplomates qui ont négocié. Et en même temps, ils ont su profiter d'un espèce de momentum, comme on dit en anglais, absolument, où tous les acteurs de la société civile se sont quand même mobilisés. Les ONG depuis longtemps, les villes, et je pense aussi quand même aux entreprises, où je pense que depuis ces dernières années, on a pu voir quand même une grosse mobilisation de l'ensemble des acteurs économiques, notamment européens, il faut quand même le saluer, qui sont un peu bien seuls dans le monde et qui essaient de faire passer le message dans l'ensemble des autres zones géographiques pour partager justement cet enjeu carbone. La dynamique. Et voilà, poursuivre la dynamique, mais au niveau mondial et pas qu'au niveau européen, parce qu'on sait que malheureusement, l'Europe, c'est 9% des émissions mondiales et c'est pas que uniquement en Europe qu'on arrive à résoudre les sujets. Vous craignez pour... Dans le momentum, excusez-moi, il y a aussi 2 éléments clés. C'est le changement de position de la Chine.
et des États-Unis, c'est-à-dire malgré le Congrès républicain climato-sceptique, la position de Barack Obama qui a décidé de bouger. Donc c'est vrai que cette conjonction d'alignement des planètes, j'allais dire, a permis que ça bouge et qu'on arrive à un résultat. On n'a vu aucun climato-sceptique traîner dans les couloirs de la COP, c'est fini tout ça? Il y en avait quelques-uns. Ils se sont fait entendre quand même avant la COP. Oui, mais... Et maintenant, ils se sont renommés les climato-réalistes. Alors après, il y a un aspect, c'est un article qui est un peu anecdotique, mais sur l'éducation au changement climatique, il est quand même intéressant parce que ça montre la défaite des climato-sceptiques d'une certaine manière. Aujourd'hui, la communauté, elle en fera ce qu'elle voudra, là encore. De toute façon, les États font toujours ce qu'ils veulent des accords internationaux, donc ça, il faut bien le garder à l'esprit. Mais aujourd'hui, le signe qui est donné, c'est que plus personne ne croit vraiment aux... Enfin, les thèses climato-sceptiques ont reculé et les positions même des pays qui reprenaient ces éléments-là ont sensiblement changé. Oui, il y en a toujours, mais on ne les entend plus. Et quel a été le rôle des ONG? Alors, vous n'étiez pas présent aux négociations et vous étiez déçus? En fait, effectivement, cette année, il y a eu un gros sujet parce que dans les négociations, il y a toujours des moments où les portes sont closes, mais il y a quand même des moments où les portes sont ouvertes et elles ont été fermées très très vite, on va dire, cette année par rapport aux années précédentes. Donc il y a eu un grand mouvement de mobilisation contre ce manque de transparence. Mais la deuxième semaine des négociations, quand il y a le ministre, c'est toujours comme ça, on n'a pas accès aux salles. Pour autant, notre rôle, il est effectivement d'être un peu partout, c'est-à-dire de manière diffuse, que ce soit à l'extérieur du Bourget, où il y avait beaucoup de mobilisation citoyenne aussi, mais également à l'intérieur, puisqu'on a quand même accès, on rencontre les délégués, on parle avec eux. Certains d'entre nous ont même des badges pour entrer dans les salles. Donc il y a une énorme circulation de l'information. Parfois, on est peut-être même un peu plus au courant que les États entre eux, parce qu'on compile des 900 ONG qui se regroupent de tous les pays du monde et qui partagent les infos et construisent un peu la stratégie pour essayer d'influencer. Donc on a plein d'outils à notre disposition et notamment tous les soirs, on remet un prix au pire pays de la négociation, ce qui permet d'attirer l'attention internationale sur qui est le bad cop de la COP 21. Et parfois, il y a un good cop, mais c'est rare quand même. Mais on remet parfois un rayon du jour quand il y a eu un pays qui a brillé. L'Arabie Saoudite, notamment, a bien brillé. L'Arabie Saoudite a brillé par le fait qu'elle s'est vraiment opposée à tout ce qu'il y avait d'ambitieux dans cet accord, mais y compris de manière très frontale avec ses propres partenaires, puisqu'elle fait partie du G77 et donc du groupe des pays en développement. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché. En fait, quelque part, ça a bien montré que ça commençait à chauffer et que l'Arabie Saoudite se sentait, d'ailleurs, quand on dit l'Arabie Saoudite, c'est l'arbre qui cache la forêt, mais que tous ces pays pétroliers se sentaient quand même un petit peu menacés parce qu'ils se sont sentis obligés de sortir du bois et de plus que jamais vraiment tout faire pour freiner cet accord international. Donc je trouve ça intéressant. Alors on parle beaucoup de volontariat, donc c'est un accord sur la base de contributions volontaires. Qu'est-ce que ça veut dire, Delphine Batho? Ça vient de loin. Ça vient dès le début en fait de la négociation et des Doha, où je veux dire d'ailleurs que les ONG jouent un rôle très important, même si elles ne sont pas dans les salles, parce qu'elles font le décryptage de ce qui est en cours de discussion. Et donc ça pèse quand vous avez une alerte de la société civile sur il n'y a pas de niveau d'ambition, ça pèse sur toutes les délégations. Et ça joue un rôle très important. Non, c'est qu'on est passé d'une logique de ce qu'on appelle top-down à une logique de bottom-up, c'est-à-dire de dire il faut faire appel à l'engagement volontaire des États. La question qui était posée, c'est est-ce que ça allait être simplement un paquet qui est à côté de l'accord, ou est-ce que l'accord allait quand même mentionner clairement ses engagements et mettre en place un processus de révision à la hausse, ce qui est plutôt le cas. Mais c'est vrai que les engagements volontaires sont quand même à côté, c'est-à-dire les chiffres, les engagements qui ont été pris sont à côté de l'accord de Paris et ne sont pas dedans. Ils ne sont pas contraignants en tant que tel. Ils ne sont pas contraignants en tant que tel. Philippe, Nicolas Bocquet voulait dire? Non, c'était juste pour revenir un tout petit peu sur cette logique bottom-up. Peut-être que c'est un peu moins exigeant qu'apparemment une logique top-down, mais en même temps, ça prouve qu'il y a une responsabilisation des pays qui ont commencé à regarder le sujet pour de vrai, sur le terrain, en regardant les choses de près. Alors après, évidemment, quand on consolide, ça fait peut-être pas ce qu'on veut, c'est peut-être pas suffisamment ambitieux, mais je pense que, comme dans la directive sur les quotas européens, il faut ensuite partager l'effort supplémentaire à faire. Et ça va être tout le rôle de cet accord, qui à mon avis est juste finalement plutôt un processus de travail qu'un accord figé dans le temps. C'est vraiment un accord qui met un peu en entonnoir l'ensemble des États en disant il va falloir sévériser progressivement nos ANDC. Et pour moi, l'aspect positif de cet aspect-là, c'est il va falloir investir dans des technologies d'avenir. Et c'est ça qui est clé, en fait, dans cet accord. En fait, si on prend, quand ça a été lancé à Lima, je pense que personne n'aurait parié il y a un an qu'il y aurait
un tel nombre de nations, de pays qui prendraient des engagements. Donc ça, c'est positif. Maintenant, la question de ce qu'on appelle le gap n'est pas traitée, c'est-à-dire l'écart qu'il y a entre la somme des engagements des différents pays et ce qu'il faudrait faire pour ne pas dépasser 1,5 ou 2 degrés de réchauffement climatique, elle n'est pas vraiment traitée dans l'accord. Quand je regarde, ce que je voulais ajouter sur les INDC, donc pour les avoir lus, moi j'observe plusieurs choses. Je me demande dans quelle mesure finalement ces INDC, c'est pas devenu un nouveau business as usual. Ce que je veux dire par là, c'est que le sentiment qui ressort quand on les lit tous les uns après les autres, c'est que les États ont travaillé chez eux. Ils ont regardé un peu leur économie, ils ont regardé où ils émettaient, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, etc. Ensuite, par rapport à ça, ça leur a donné une stratégie globale pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et ils ont écrémé, c'est-à-dire qu'ils ont sorti la partie la plus facile et ils l'ont mis dans la NDC. Mais il n'en reste pas pour autant que les États ont aussi des idées pour aller plus loin. Donc j'ai le sentiment, et c'est ce que disent beaucoup d'observateurs, qui disent ces NDC finalement ne sont pas très ambitieux par rapport à ce qui est possible de faire dans tel ou tel pays. Et l'idée, c'est que beaucoup disent ils seront facilement atteignables. Nicolas Bocquet. Quand même, dans l'accord, il est prévu qu'il y ait une clause d'analyse en 2018 sur la trajectoire des INDC pour les renforcer et une révision ensuite en 2023. Et donc il y a bien un processus d'amélioration continue qui me semble absolument essentiel. Et après, chacun aura à faire face à ses responsabilités. Alors justement, chaque combien de temps on révise? Qui surveille les États s'ils ont respecté leurs engagements? La société civile, malheureusement, enfin, c'est quand même un peu la limite de cet accord qui remet un peu, oui, dans son ensemble, qui remet la pression sur finalement le monde extérieur de faire le boulot, parce que cet accord, ce qu'il fait, c'est créer un cadre, un calendrier, un mode d'emploi plus ou moins flou, et il remet on va dire, la pression de s'assurer que ces engagements seront tenus, puisqu'à partir du moment où ils sont volontaires. Après, volontaires, à partir du moment où il y a une planification nationale et qu'il y a une législation nationale, c'est déjà peut-être plus contraignant finalement qu'un truc qui ne serait pas contraignant au niveau national et que contraignant de manière stratosphérique. Donc je pense que ces engagements, ces objectifs seront tenus parce que aussi, et c'est ça qu'on oublie un peu souvent et qu'on verra j'espère dans les 10 prochaines années, et moi aussi j'ai envie d'être optimiste, c'est le fait qu'au lieu de parler de fardeau, on va aussi de plus en plus voir que c'est une opportunité économique, qu'il y a plein de bénéfices sociaux qui vont avec, que ça, voilà, la pollution de l'air, c'est pas bon pour la santé. Enfin, donc petit à petit, je pense aussi que le curseur va changer, on va arrêter de parler de fardeau. Vous avez employé le mot tout à l'heure, c'est vrai que c'est encore là de dire il faut qu'on partage l'effort, il faut qu'on partage le fardeau. Moi, j'espère que dans 5 ans ou 10 ans, on ne parlera plus du tout comme ça et qu'au contraire, on aura vu que c'est justement l'opportunité d'investir différemment et pour faire autrement et mieux. Nicolas Bocquet. Oui, dans le préambule de la décision, il y a une décision un élément important qui consiste à indiquer qu'on reconnaît le rôle des partis et des non-partis, et en citant explicitement les ONG, le secteur privé, les villes, etc., comme étant des acteurs qui vont construire l'ambition climatique qui va aller même au-delà des objectifs fixés. Et ça, je crois que c'est un des points très importants que tout le monde attendait, par ailleurs. Et donc, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont effectivement sur la table, et il faut surtout que les partis s'entendent pour construire ces solutions ensemble et éviter aussi de donner des leçons aux pays en développement ou aux revenus intermédiaires. Je pense que là, il faut laisser s'organiser les débats nationaux et c'est le pari du bottom-up aussi. On parle donc d'accord universel, tout le monde partage l'effort, sauf que les pays vulnérables, on dit quand même qu'ils pourraient faire beaucoup mieux si on les aidait. Qu'en est-il des mécanismes de soutien pour les pays vulnérables? Est-ce qu'on est à la hauteur à ce niveau-là? Alex Mazzoni. On n'est jamais à la hauteur sur les questions financières dans les accords internationaux. 100 milliards, c'est ça qui a été... Donc effectivement, pour l'instant, il y avait un engagement de mobiliser 100 milliards de dollars par an en 2020, et donc se pose la question de la suite de cet engagement. Et donc ce qui a été proposé, c'est d'étendre l'idée d'avoir 100 milliards de dollars par an jusqu'en 2025, et à partir de 2025, réfléchir à un nouvel objectif financier pour la suite. Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment un système où on garantissait, quel que soit la durée de cet accord, parce qu'en fait, on ne sait pas combien de temps va durer cet accord, c'est aussi une autre donne importante, qu'il y ait un peu une espèce de systématisation dont on est sûr qu'il y aura toujours des financements disponibles. Or là, en fait, on met un curseur à 2025, et puis après, on dit on verra, mais effectivement, on sait qu'il y aura de l'argent après, mais on ne sait pas pour combien de temps. Donc, c'est pas trop mal. Ça permet quand même à des pays de pouvoir planifier dans le temps. En même temps, on n'a toujours pas c'est pas précis, en fait, sur à qui va aller cet argent. Est-ce qu'il sera sous forme de dons, sous forme d'argent public, est-ce que ce sera de l'argent privé? Et tout ça, ça n'aide pas forcément les États à y voir plus clair, mais par contre, ça met une vraie pression sur les pays développés de s'assurer qu'ils vont remettre au pot régulièrement, chose qui n'était pas garantie avant Paris. Nicolas Bocquet, qu'est-ce que vous en pensez, vous, du fait que ce soutien soit nécessaire pour les pays donc vulnérables?
si ces 100 milliards, dont en fait plein de financements qui existent déjà pour l'aide au développement, finalement, bon, on réutilise un peu les chiffres. Donc je pense qu'il faut être extrêmement attentionné sur quels sont les financements, est-ce que c'est additionnel ou c'est pas additionnel, qui les apporte. Pour l'instant, bon, c'est un peu flou. Je pense qu'il y a une bonne volonté qui a été manifestée dans cet accord. Donc ça, c'est un point qui est tout à fait important. Moi, je retiendrai plutôt des éléments de l'accord qui me paraissent encore plus importants, et notamment qui avaient fait l'objet un peu d'un point de blocage avec l'Inde sur la question du transfert de technologie, qui tendait même à remettre en cause les droits de propriété intellectuelle. Je pense qu'on a réussi à aboutir finalement à un texte équilibré qui montrait justement qu'il fallait associer les pays en développement le plus en amont possible dans les processus de recherche pour la mise au point de technologies bas carbone. Et c'est ça finalement, cette association très en amont qui me semble la plus essentielle, parce qu'elles sont le gage de l'appropriation par ces pays de ces technologies en termes de savoir-faire et de capacité tout simplement. Donc ça me paraît au moins aussi important que le symbolique 100 milliards de dollars. On s'attendait aussi à fixer peut-être un prix du carbone. On parle d'une feuille de route qui manque dans cet accord. Ça manque cruellement pour les industriels apparemment. Je pense que si dans le texte de l'accord lui-même, il n'y a pas vraiment de référence explicite à ce point-là, il néanmoins fait partie de la décision, à la fin de la décision sur la section concernant les non-parties. Il y a quand même effectivement une reconnaissance implicite, on va dire, du rôle important du carbon pricing dans la stimulation des investissements. Ce n'est pas encore formulé jusque-là, mais on n'osait quasiment pas y penser dans l'accord, parce qu'à un moment donné, c'était, bon, certains pays comme le Venezuela ne souhaitaient pas en entendre parler, quoi. Donc le fait que ça y figure, je pense, c'est quand même un bon signal positif. Pourquoi ? Pour stimuler les investissements dans les nouvelles technologies, hein. C'est pas plus compliqué que cela. Et d'ailleurs, on accueille très positivement la proposition du président de la République de créer une coalition des pays volontaires, on va dire, pour introduire un prix carbone. Le seul petit bémol, c'est que c'est plutôt au niveau des grandes régions, et notamment de l'Union européenne, me semble-t-il, que ces choses-là doivent être faites, doivent être engagées. Voilà. Philippe Collet, c'est un point noir, le fait qu'il manque une fixation du prix du carbone? Moi, j'ai un avis un petit peu tranché sur le prix du carbone. J'ai le sentiment qu'on se focalise sur un outil qui, certes, peut avoir une utilité, mais qui n'est certainement pas la silver bullet qui va tout régler. Mon point de vue là-dessus, c'est que d'abord, d'une part, faire un prix du carbone commun à l'ensemble de l'humanité, c'est juste une utopie, ne serait-ce que parce que les parités de pouvoir d'achat sont largement différentes d'un pays à l'autre. Ensuite, l'autre chose, c'est que, et la rédaction d'ailleurs de la décision, elle est très bien formulée, hein. Elle parle des outils de politique nationale, dont le prix du carbone. Ça montre bien que c'est un outil parmi d'autres. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a encore l'outil réglementaire, il y a le législatif qu'il ne faut pas oublier. Et en fait, quand on regarde un peu comment fonctionne le prix du carbone, il y a deux façons d'opérer. On pourrait faire une taxe mondiale. Ça a été enterré entre Kyoto et Marrakech, des COP qui sont passés à la fin du XXe siècle. Et de l'autre côté, c'est de faire un marché carbone. Quand on regarde la grande leçon du marché carbone européen, finalement, pour que ça colle, avec 28 États autour de la table, on est obligé de distribuer gratuitement des quotas à la Pologne, aux autres pays gros émetteurs de carbone. Donc, à partir de là, ça veut dire que le biais du marché carbone européen, c'est de vouloir appliquer un prix du carbone sur des politiques énergétiques qui sont complètement disparates. Si on fait un marché carbone avec la Chine, on va se retrouver dans une situation qui est similaire, avec le mix énergétique européen qui est ce qu'il est, le mix énergétique chinois de l'autre, et il y a un tel déséquilibre qu'il va bien falloir à un moment trouver des systèmes pour satisfaire tout le monde. Il y a deux secteurs où pour moi on peut plutôt que de penser juste par région, mais il y a aussi quand même deux secteurs qui passent à la trappe dans cet accord, qui sont le transport aérien et le transport maritime, où justement nous depuis longtemps on demande à ce qu'il y ait une tarification carbone pour permettre pas simplement de réduire, parce qu'ils sont en pleine expansion, hein, c'est des secteurs qui vont représenter beaucoup de gaz à effet de serre en 2050, donc d'une part appliquer un prix effectivement pour éviter que ça augmente de manière exponentielle, mais aussi parce que ça pourrait permettre justement de générer des recettes pour aider les pays les plus pauvres et les plus vulnérables à faire face à la crise climatique avec de l'argent nouveau et additionnel que justement on a du mal à trouver aujourd'hui, parce qu'on a tendance à avoir du réétiquetage d'aides existantes. Donc ça c'est quelque chose qui manque dans l'accord, où effectivement là très concrètement, comme c'est un secteur international, peu importe de quel pays on vient, le bateau, l'avion serait soumis à la même taxe. Et ça, c'est vraiment dommage. Ça fait longtemps qu'on le pousse et ça passe tout le temps systématiquement à la trappe. Et c'est là où on voit bien quand même la limite de ces
ces accords internationaux, etc., c'est qu'on a du mal quand même à traiter de front les vrais sujets et qu'on on crée une place pour tout le monde au risque effectivement qu'il y ait un manque d'ambition généralisée. Delphine Batho. D'abord, il faut voir dans quelle situation on est. Le prix du pétrole n'a jamais été aussi bas. Donc par rapport à l'idée que certains pouvaient défendre, que compte tenu qu'on allait vers la raréfaction des énergies fossiles, il y allait avoir naturellement une hausse du prix des énergies fossiles qui mécaniquement entraînerait l'économie mondiale à investir spontanément d'elle-même dans l'économie bas carbone, est fausse, en tout cas actuellement. Tendanciellement, on peut après discuter. Donc oui, la faiblesse de l'accord, c'est les instruments précis. C'est quand même bien qu'il y ait une référence dans la décision. Le prix du carbone est un outil important. C'est vrai que ce n'est pas le seul et qu'il faut faire attention. Moi, j'ai parfois été critiquée pour ça. Je ne considère pas que le prix du carbone soit le seul instrument de lutte contre le réchauffement climatique, mais ça fait partie des instruments utiles. C'est vrai que le marché européen est un échec, même si c'est le seul qui existe. Donc là aussi, on est dans une difficulté. Et il y a besoin, bien sûr, il ne peut pas y avoir à ce stade un prix du carbone unique sur la planète, mais que tous les ensembles régionaux mettent en place des mécanismes est quand même très important. Et j'allais dire important pour nous et pour l'Europe. Parce que quand on regarde la réalité des bilans d'émissions de gaz à effet de serre, par exemple en France, nos émissions ont diminué, mais le bilan carbone de notre consommation intérieure, il a explosé. Parce qu'en fait, en délocalisant notre production industrielle, on a délocalisé notre pollution. Mais la consommation intérieure, elle, son bilan carbone, il s'est aggravé. Pour revenir une seconde là, sur cette question, est-ce qu'il faut un système unique du carbone avec un système de quotas uniques européen, mondial, etc. Non, je pense que ce n'est pas du tout ce que proposent d'ailleurs les entreprises. On voit bien que c'est compliqué d'expérimenter déjà un système européen pour qu'il fonctionne bien. Et l'idée, c'est plutôt de progressivement construire de façon là aussi bottom-up des régions où se mettent en place des systèmes nationaux ou régionaux et très progressivement envisager une progression vers la convergence. Mais hors de question d'avoir un prix unique du carbone. Enfin, je veux dire, c'est pas la proposition ni le sentiment de réalisme qu'ont les entreprises. Donc c'est bien progressivement de construire cette contrainte carbone. Ça peut prendre la forme de taxes. Pour les instruments économiques, c'est soit des taxes, soit des instruments de quotas. Ça peut être aussi autre chose. On voit bien que les Américains sont plutôt en train de faire de la réglementation parce que sinon, ils sont obligés de passer devant le Congrès et que c'est la seule façon de gérer les choses avec l'EPA. Mais c'est plutôt par une contrainte, on va dire, législative. Et nous, si on a un ETS, c'est aussi parce qu'il fallait l'unanimité pour avoir une taxe carbone au niveau communautaire et qu'on n'y a jamais réussi. Donc, il faut un petit peu de réalisme. Et je pense que si on a cette idée d'avoir des différentes régions qui se construisent, c'est parce que c'est plus facile pour elles de prendre cette décision et progressivement de converger. Voilà. Un point très important quand même, c'est que le système européen, globalement, on dit c'est un échec. Cela dit, globalement, l'objectif, c'était de réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le périmètre ETS. Il a baissé. Oui, mais il a baissé avec la crise. Je termine juste. Il a baissé parce que le système de la Commission européenne ne distinguait pas les réductions d'émissions liées au niveau de production de celles liées au niveau d'investissement. Et ce que j'appelle juste comme point important, me semble-t-il, pour construire ces systèmes ETS, c'est de se poser la question au début, est-ce qu'on veut un système pour faire progresser continuellement les investissements ou est-ce qu'on veut faire des systèmes où on fait jouer à la production un aléa pour se conformer aux réductions d'émissions? Alors, l'accord, quand même, se félicite beaucoup donc, de la sortie des fossiles. Greenpeace France qui dit « Le texte place clairement l'industrie fossile à contre-courant de l'histoire ». C'est pas écrit comme ça dedans, quand même. C'est la conclusion. Oui, 80% de notre énergie aujourd'hui vient encore du triptyque pétrole, gaz, charbon. Qu'est-ce qu'on va dire au roi du pétrole, l'Arabie Saoudite, le Venezuela? On leur dit c'est fini, vos revenus pétroliers. C'est ce qui a été dit au début. C'est-à-dire qu'effectivement, si on prend l'accord et les objectifs de l'accord, et qu'on regarde ce que nous disent les scientifiques, ça veut dire qu'il faut laisser les fossiles sous terre. 80% des fossiles sous terre. Oui, au moins. Parce que mais ce n'est pas écrit dans l'accord en tant que... J'ai eu l'occasion d'en discuter avec un climatologue comme ça, à bâton rompu, et il me disait, par rapport à ça, je lui demandais qu'est-ce qu'il pensait, si c'était pas plus fin justement que carbon neutrality, qui était un des termes qui était envisagé à l'époque, enfin au préalable, et il me disait, mais je ne sais pas s'ils se rendent compte que d'un point de vue scientifique, ça veut dire qu'à partir de quelque part dans la seconde moitié du siècle, on bannit les voitures. Et c'est aussi clair que ça. Alors c'est vrai que moi je suis retourné voir le rapport du GIEC. J'aime bien garder ce document et aller, c'est quand même la référence. Il y a eu un débat sur l'idée, est-ce qu'on ne pourrait pas finalement s'en tirer en augmentant les puits carbone? Le GIEC est clair là-dessus.
Les puits carbone sur lesquels on pourrait agir, ça serait les couches superficielles de l'océan ainsi que les forêts. Et ça, c'est des puits qui sont d'abord très faibles par rapport au volume qu'on émet, d'une part, et d'autre part, qui sont des puits qui s'équilibrent avec la teneur de carbone dans l'atmosphère. C'est-à-dire qu'ils risquent eux aussi à un moment de relâcher, et notamment les océans. Il n'y a pas de solution autre que d'arrêter de sortir du fossile du sol. Alors, arrêter de sortir des fossiles du sol. Les énergies renouvelables ne figurent pas dans l'accord. Donc effectivement, juste pour en revenir sur cette question des énergies fossiles dans le sol, le texte ne le dit pas clairement écrit noir sur blanc, mais la vérité, c'est qu'effectivement, si on veut tenir cette limite, on va devoir les laisser dans le sol, et que du coup, tout reste à faire, et quelque part, c'est pas grave que ce soit pas écrit noir sur blanc à partir du moment où les États se sont engagés de manière volontaire à tenir l'ensemble de cet accord. Or, ils vont devoir tout changer, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a 66 milliards de dollars par an de subventions pour l'exploration de nouvelles réserves. Donc ça, il faut que ça s'arrête immédiatement. Donc on parle de moratoire sur les énergies fossiles dans la société civile, parce que sinon on n'y arrivera pas. Et en parallèle, la question se pose vraiment de savoir, une fois qu'on a commencé à comprendre qu'il fallait laisser les énergies fossiles dans le sol, et j'ai l'impression que le cours du charbon s'est effondré à l'issue de la COP, donc pour moi c'est un excellent signal à condition que ça dure, la question va se poser de vers quoi on va. Et on a vraiment perdu cette bataille d'arriver à mettre l'accent sur la solution face la deuxième solution, ce vers quoi on doit aller, cette fameuse transition énergétique, ce sont la sobriété énergétique, les économies d'énergie et les énergies renouvelables. On a perdu cette bataille de le mettre dans l'accord. Et justement, je pense qu'un des grands sujets pour la société civile, et quand je dis aux sociétés civiles, société civique, pour les années qui viennent, c'est attention aux fausses solutions face à l'urgence climatique, où on va justement essayer d'exploiter ces fameux puits de carbone, quitte à arrêter de produire parce qu'il va falloir séquestrer du carbone dans les sols, là où les paysans avant produisaient une agriculture vivrière, que ce soit le charbon propre qui n'existe pas, que ce soit le nucléaire, etc. Enfin, tout ça va commencer à prendre de plus en plus de place dans les débats. Le gaz aussi, qui est de plus en plus non plus présenté comme une énergie de la transition, mais l'énergie vers laquelle on doit tendre absolument. Enfin, en tout cas, le président de l'Association des hydrocarbures, c'est comme ça qu'il la présente. Pour moi, c'est ça le vrai débat maintenant. Quelle place pour le nucléaire, justement, sachant que, par exemple, la Chine, pour se désinvestir du fossile, mise sur le nucléaire. Quelle place pour le nucléaire dans un monde post-COP21 ? Le monde post-COP21, c'est un beau concept. La question, ça va être la compétitivité entre elles des énergies qui n'émettent pas de CO2. Donc le problème de l'avenir du nucléaire, c'est est-ce qu'il reste rentable comparé aux énergies renouvelables. Si vous me posez la question sur la Chine, je préfère que la Chine fasse du nucléaire que du charbon. C'est peut-être pas politiquement correct de le dire, mais moi j'ai Mais elle le fait quand même de toute façon, du charbon. Elle a très peu de nucléaire en réalité aujourd'hui dans son mix énergétique, malgré les investissements qu'elle a fait. Bon. Donc moi je préfère qu'elle fasse du nucléaire que du charbon pour le climat. Je préférerais qu'elle fasse des Maintenant, plutôt que du par rapport à l'avenir du nucléaire, et là je ne parle pas de la situation française, mais par rapport à l'avenir du nucléaire, le problème du nucléaire, c'est est-ce qu'il est encore compétitif économiquement par rapport à ce qui est une bonne nouvelle, qui est la baisse du prix des énergies renouvelables que vous évoquiez tout à l'heure. Maintenant, on a quand même une difficulté sur une partie des renouvelables, parce que les renouvelables, ce n'est pas que le solaire et l'éolien, c'est aussi la géothermie, la biomasse, la méthanisation, etc., qui est la question de l'intermittence. Voilà. Donc la question de la rupture technologique sur le stockage de l'énergie, ça doit être l'enjeu d'innovation et de recherche absolument prioritaire. Je pense que ça l'est d'ailleurs aujourd'hui, mais il faut aller plus vite. C'est vrai que si on veut garder un accès à l'énergie qui est complètement, qui est très abondant et pas cher, effectivement, ça va être compliqué de gérer l'intermittence. Maintenant, ça peut être, non seulement c'est pas ce que vit l'humanité dans son ensemble, c'est ce que vivent les Européens, les Occidentaux, et ça n'a pas été ce qu'a vécu l'humanité dans le temps. Alors la question de l'intermittence, il y a la sobriété derrière. Et pas seulement. C'est que si on prend l'exemple de la France ou d'autres pays par rapport à ce que dit le GIEC et par rapport à la réduction des émissions, la priorité des priorités, ça doit être l'efficacité énergétique. Et on est quand même très très loin du compte aujourd'hui. Les dispositifs qui ont été mis en place ne marchent pas, alors que ce qu'avait prouvé le débat national sur la transition énergétique auquel participait Jean Jouzel, c'est le fait que si on veut atteindre le facteur 4, il faut commencer par réduire massivement la consommation d'énergie par des dispositifs d'efficacité passive ou active, avec tout ce qui est la question des réseaux intelligents, etc. Mais là, ça devrait être en fait la priorité absolue.
Merci à vous quatre d'avoir participé à cette émission et tout de suite, le décryptage. Bonjour David, on arrive donc au terme de notre cycle d'émissions spéciales COP21. Enfin, nous sommes parvenus à un accord, l'accord de Paris. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce dernier débat ? Alors incontestablement, l'accord a été très bien accueilli par tous les participants à ce débat. Il a même créé apparemment de l'émotion chez Delphine Matteau. Effectivement, on a beaucoup évolué depuis la conférence de Copenhague qui avait été, je le rappelle, une vraie douche froide. Vous l'avez même rappelé d'ailleurs avec une campagne de communication de Greenpeace. On a beaucoup évolué dans la méthode aussi depuis Kyoto, puisque Kyoto, c'était effectivement des objectifs contraignants, des objectifs, des engagements qui étaient subis par les parties prenantes. Aujourd'hui, on a changé le prisme de l'accord COP21. Ce sont les partis qui sont volontaires en fait, pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. En cela, d'ailleurs, le propos en fait, qui avait été tenu par Laurence Toubiana dans une interview accordée à Actu Environnement était effectivement vraiment annonciateur de ce qui s'est passé à la COP21. C'est la conférence de Paris, ce n'est pas tant l'aboutissement de quelque chose que le début d'une autre. Et effectivement, on se rend compte véritablement que l'accord de la COP21, l'accord de Paris, est résolument orienté vers le futur avec des objectifs de revoyure réguliers et une amélioration continue. Ce qui m'a aussi frappé, c'est le recul du climato-scepticisme. Apparemment, les acteurs étaient présents, mais beaucoup moins qu'à une certaine époque. Effectivement, Philippe Collet l'a rappelé. Maintenant, il a été accepté qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique. Ce sera même intégré, ou en tout cas, ça fait l'objet d'une mention spécifique dans l'accord, dans les dispositifs d'éducation à l'environnement. Et puis surtout, il faut saluer la diplomatie française. C'est une vraie réussite. Là où énormément de pays avaient échoué, la manière dont ont été conduites les négociations a fait en sorte de pouvoir aboutir à un consensus. Et ça, c'est une vraie victoire. Et selon vous, quels sont les points forts de cet accord qui ont été d'ailleurs relevés par nos invités ? C'est un signal fort qui est envoyé aux acteurs des énergies fossiles. Clairement, on veut réduire, tout le monde s'est entendu sur la nécessité de maintenir un maximum de carbone sous terre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est assez frappante, un petit peu à l'instar du concept de développement durable qui aujourd'hui peut paraître un peu une valeur éculée, l'idée de l'accord, ça reste de penser global, donc réduire globalement les émissions de gaz à effet de serre pour maintenir un réchauffement climatique en dessous de la barre des 2 degrés, mais avec des actions locales. Et pour ça, chaque pays a annoncé ses objectifs, chaque pays s'engage régulièrement à les revoir et à les améliorer. Et comme dispositif de contrôle, même si on sent que ça reste un petit peu flou, les acteurs de la société civile qui se sont particulièrement manifestés lors de la COP21 seront appelés pour contrôler et jouer quelque part le rôle d'accompagnateurs, voire de garde-fous, si les politiques des pays ne suivent pas leurs engagements. Alors, à l'unanimité, on avait quand même l'impression qu'il y a une absence de feuille de route dans cet accord. Vous l'avez ressenti également ? Il y a un cap qui a été dressé, mais il y a une feuille de route qui est effectivement assez floue. D'ailleurs, ça a été dénoncé par les scientifiques. Il sera relativement difficile, à leurs yeux, de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, voire des 1,5, tout simplement parce que pendant 10 ans, 5 à 10 ans, on a une période de flou durant laquelle on va pouvoir continuer un petit peu à émettre des gaz à effet de serre. Et finalement, ce n'est que dans 10 ans qu'on s'est engagé, si possible évidemment, à garder le carbone sous terre. Donc ça, c'est effectivement une faiblesse de l'accord. Deuxième faiblesse, ce sont les moyens que chacun va s'approprier pour pouvoir arriver à ces INDC, donc à ces fameux engagements volontaires. Donc on a parlé effectivement des énergies renouvelables dont il est à peine fait allusion, donc ça pose la question de savoir est-ce que, à défaut d'énergie renouvelable, on pourra développer le nucléaire, et surtout la question que beaucoup attendaient, à commencer par les entreprises et les industriels, c'est le coût du carbone, qui ne figure pas dans l'accord. Les acteurs de la table ronde, les intervenants de la table ronde l'ont bien dit, effectivement, il est à peine fait mention du prix du carbone. Il n'est pas fait mention de taxes. La question de l'ETS, donc des marchés carbone, à l'instar du marché européen, n'ont pas fait l'unanimité. Donc il y a toute une batterie d'outils dont ils pourront ou pas s'emparer pour respecter leurs objectifs. Au final, pour moi, quand j'écoute tous les acteurs, donc tous les intervenants à cette table ronde, c'est que l'accord de Paris ressemble un petit peu à une auberge espagnole, à savoir que chacun y trouve ce qu'il a bien voulu y amener. Merci David. Donc, nous clôturons aujourd'hui un cycle d'émissions consacré donc, à la COP21 et à l'adaptation de notre économie face au changement climatique. Parlons Pro, ça continue et je vous dis à très bientôt.